Mesdames et messieurs, merci de nous écouter, merci de suivre le jury du dimanche. Le JDD reçoit ce dimanche 12 octobre 2025 Ayib Daffé, secrétaire général de PASTEF, député élu sur la liste départementale de PASTEF. Il est également président du groupe parlementaire PASTEF à l'Assemblée nationale. Ayib Daffé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Mamadou Si, et je vous remercie de l'invitation et je salue les téléspectateurs de ITV, donc au Sénégal et partout dans le monde. Alors, honorable, le Forum Invest in Sénégal a baissé ses rideaux. On parle de plus de 13 000 milliards de francs CFA de promesses d'investissement. Le Forum a donc eu le succès attendu. Effectivement, ça a été un franc succès et je voudrais en profiter pour féliciter le président de la République, le Premier ministre, son gouvernement et l'APIX à travers son directeur général Bakary Sega Bathily, qui ont en tout cas travaillé d'arrache-pied pour la réussite de ce forum-là, en termes d'organisation, oui, en termes de participation, et les résultats aussi ont été au rendez-vous. Et les résultats ont été au rendez-vous d'abord par le nombre de participants, la qualité des participants. Il faut dire que c'est le Royaume d'Arabie Saoudite qui était invité d'honneur, qui a dépêché son ministre des investissements avec une forte délégation et des, disons, participants venus de plus de 70 pays de partout dans le monde et de tous les continents, que ce soit d'Amérique, d'Asie, d'Europe. Et également le secteur privé national, très bien représenté. Et nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les expositions qui ont été faites par des compatriotes ou en tout cas par des sociétés étrangères. Et ce qu'on peut retenir effectivement, c'est le résultat, donc 13 000 milliards de promesses d'investissement, des contrats, plus d'une cinquantaine de contrats qui ont été, conventions qui ont été signées, et également cette dynamique vertueuse, donc qui permet de relancer en tout cas l'économie sénégalaise et de montrer que le Sénégal est devenu attractif. De par le monde, malgré les difficultés économiques que nous connaissons. Mais le plus important, c'est avec l'arrivée au pouvoir du tandem Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko et la démarche de transparence qu'ils ont imprimée à l'action de l'État, la rigueur, le sérieux, donc notamment à travers le plan de redressement économique et social, on voit que les partenaires, en tout cas, renouvellent leur confiance au Sénégal et nous attirerons des investisseurs de partout dans le monde. Donc c'est extrêmement réjouissant. Et puis, ce qui m'a également plu dans l'organisation du forum, c'est l'association des pays voisins. Notamment des pays de l'AES. Il y avait le Premier ministre du Burkina, le Premier ministre du Niger, le Tchad, le président de la République de Guinée-Bissau. Donc, en tout cas, tous les pays voisins également étaient bien représentés. L'Afrique était bien représentée à travers également des investisseurs, en tout cas de classe mondiale, comme Aliko Dangote, donc, qui étaient présents. Et pour dire que, en tout cas, on peut dire que le Sénégal est sorti grandi de l'organisation de ce forum, parce que ça montre quand même qu'il y a une certaine expertise, qu'il y a également une certaine maîtrise dans l'organisation des grands événements. Et ça, c'est tout à l'honneur de l'État, du chef de l'État, du gouvernement, de l'APIX et en tout cas de tous leurs partenaires, tous leurs collaborateurs et des Sénégalais en général. Alors, lors du Forum Invest Sénégal, Sénégal, il y a eu également beaucoup de discussions, notamment nous allons en venir, rapport entre le Sénégal et les FMI. Il y a eu également cette sortie du Premier ministre vis-à-vis du FMI. Aujourd'hui, à travers ce forum, est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal réaffirme également sa volonté de pouvoir avoir une économie solide,
basés sur un partenariat ou c'est des partenariats diversifiés, disons? Ah, tout à fait. Je pense que la diversité des participants au forum l'a montré, pour dire qu'on est un pays souverain, mais qui ne vit pas en autarcie, qui n'est pas fermé, qui n'est pas replié sur lui-même. On est ouvert, maintenant, à des conditions que nous avons fixées. Et d'abord, il faut noter qu'avant le forum, il y a eu l'adoption du nouveau code de l'investissement. Donc, un code des investissements qui comporte beaucoup d'innovations et qui fait notamment l'implication des petites et moyennes entreprises qui désormais, avec la réduction du CI, seront éligibles aux avantages du code des investissements. Donc l'intégration de la responsabilité sociale des entreprises et de beaucoup d'autres dispositions, notamment la protection de l'environnement, mais aussi la protection des investisseurs et disons, facilitation de partenariat entre les investisseurs nationaux et des investisseurs étrangers. Donc ça également, la notion d'investissement stratégique et faciliter l'investissement en dehors des régions de Dakar et de Thiès, donc avec des incitations beaucoup plus avantageuses. Donc l'adoption de ce code de l'investissement, je pense que est également un atout. Maintenant, le reste, c'est l'environnement des affaires, c'est la volonté du régime de faire de la transparence et de la bonne gouvernance, en tout cas un axe cardinal de la gestion des affaires publiques, et aussi la rigueur dans la gestion budgétaire qui, disons, pour rompre avec les dérives qu'on a connues, et le gaspillage budgétaire, en tout cas le laisser-aller budgétaire qui était de mise sous l'ancien régime. Mais effectivement, ce que le Premier ministre a dit est important, parce qu'il a rappelé également que le Sénégal compte d'abord sur ses propres forces. Parce que tous les pays qui se sont développés, en tout cas qui ont réussi à sortir de la pauvreté, si on prend l'exemple des pays asiatiques ou même des pays européens ou bien en Amérique latine, ont d'abord compté sur leurs propres forces. Maintenant, compter sur ses propres forces ne veut pas dire vivre en autarcie, ça ne veut pas dire en tout cas être dans une posture de repli sur soi, mais c'est simplement dire que nous allons d'abord miser sur nos ressources endogènes. Nous allons d'abord miser sur le capital humain, sur notre jeunesse, sur notre secteur privé national, sur notre diaspora, par exemple, en mobilisant leur épargne, en drainant les investissements provenant de ces secteurs-là. Avant de compter sur l'endettement externe, sur les ressources externes. Donc là, quand même, je pense qu'il y a une évolution de la vision. Donc on a un État stratège, on a un État qui, en tout cas, souhaite relancer l'économie à partir de ses propres forces. Et ça traduit, bien sûr, le mandat qui a été confié au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, parce qu'il a été élu sur la base d'une vision, un Sénégal souverain, juste et prospère. Et c'est dans ce sens-là que le Premier ministre dit que nous ne comptons pas sur le FMI pour nous développer. Effectivement, on a besoin du FMI, puisqu'on est membre du FMI. C'est le Sénégal qui, souverainement, a choisi de siéger au FMI, d'être actionnaire du FMI. Et le FMI joue un rôle effectivement important en termes de contrôle de tout ce qui est de régulation monétaire, de contrôle en tout cas de tout ce qui est lié au commerce international, aux échanges, parce que chaque pays a sa monnaie. Donc, dans les échanges internationaux, il faut bien un gendarme, il faut bien un arbitre pour pouvoir réguler ces échanges internationaux-là. Et nous avons, en tout cas, souhaité disposer de nouveaux programmes avec le FMI, donc, mais sur la base de la transparence, sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant. Et je pense que c'est cela qui a été affirmé lors de ce forum. Justement, le Sénégal qui cherche 1,8 milliard de dollars, si je ne m'abuse, le FMI favorable à un nouveau programme du Sénégal, mais demande quand même au Sénégal d'attendre lors du dernier conseil d'administration du FMI. Il y a eu ce qui est ressorti, donc la directrice générale
a également exprimé sa satisfaction de la volonté du Sénégal à faire de la transparence, disons, son cheval de croix. Maintenant, si aujourd'hui l'FMI demande également au Sénégal d'attendre après ce qui a été révélé par le gouvernement, l'histoire de la dette cachée, 1 an, 8 mois après, est-ce que c'est pas trop long vis-à-vis de ce que l'FMI demande au Sénégal? Bon, nous avons effectivement, nous notons qu'il y a une certaine lenteur. Ça, nous pouvons en tout cas tous le dire. Et je pense que le président de la République, la dernière fois, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'a également rappelé. A eu à le constater. Il a eu même à interpeller le FMI à ce sujet-là. Maintenant, le plus important, c'est que nous n'attendons pas le FMI. Oui. Nous avons décidé de lancer le plan de redressement économique et social qui sera financé à 90% par des ressources endogènes. Oui. Et à travers ce plan de redressement économique et social, on cherche près de plus de 5 000 milliards. Donc, ce n'est pas les ressources qui sont attendues du FMI. Ce qu'on attend du FMI également, si le programme est conclu, ce sera une aubaine, mais ça ne va pas régler tous nos problèmes. Oui. Maintenant, il faut dire que le FMI a une autre fonction, une sorte de fonction un peu de donner une caution internationale au Sénégal pour lui permettre de s'engager auprès de certains bailleurs de fonds, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux. Oui. Mais déjà, la coopération bilatérale, actuellement, avec des pays, on a vu lors des derniers voyages du président de la République et du Premier ministre, en Chine, en Turquie, aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays de l'Asie du Sud-Est, permet au Sénégal, en tout cas, d'avoir des perspectives très prometteuses. Et le plan de redressement économique et social sert à cela, puisqu'ils rompt avec cette logique, dirons, un peu néocoloniale qui consistait à tendre la main tout le temps, sans pour autant exploiter le potentiel fiscal, le potentiel également en termes de développement des affaires qui est dans notre pays, sans pour autant avoir une bonne gestion de nos ressources naturelles, éviter de brader nos ressources naturelles et avoir une politique également non seulement d'optimisation de la dépense, faire en sorte que la dépense, en tout cas publique, soit encadrée, quand elle est nécessaire, qu'elle soit justifiée, qu'elle soit canalisée, mais également mobiliser des ressources domestiques. Et trouver également d'autres financements de ressources endogènes par rapport à l'appel public à l'épargne, la finance islamique, l'appel à la diaspora également. Donc tout cela, je pense que nous permet en tout cas d'être en position, je dirais, confortable pour discuter avec le FMI, comme tout État souverain doit le faire. Ne pas être vraiment dans une position, je dirais, d'être prise en otage. C'est ce qu'il faut éviter. Je pense que la stratégie du gouvernement est la bonne. Et lors de l'assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale, effectivement, les discussions auront lieu pour conclure le nouveau programme. Mais non, le Sénégal, en tout cas, montre l'exemple au niveau africain, au niveau international. Puisque c'est le Sénégal qui a décidé, sur la base de ses obligations légales, parce qu'il s'agit d'une loi, il faut le rappeler, c'est le code de transparence dans la gestion des finances publiques, dans son article, à son annexe au point 1.7, qui oblige tout président nouvellement élu à faire une revue, en tout cas, de la gestion des finances publiques et surtout du niveau de l'endettement. D'où l'audit qui a été fait, et cet audit, effectivement, dans ce code de transparence pour la gestion des finances publiques, donc, quand le gouvernement fait l'audit, cet audit doit être validé par la Cour des comptes. C'est ça qui a été fait. Et on est allé même plus loin, puisqu'on a commis un cabinet de renommée internationale, en l'occurrence le cabinet Mazars, pour pouvoir encore confirmer les chiffres de cet audit-là, les 14% de déficit public par rapport au PIB et les 119% d'endettement. Donc, qui montre effectivement qu'il y a une dette qui a été cachée. Il faut le dire. J'ai vu l'ancien président de la République faire preuve de sophisme et dans des arguments spéciaux et abscons, nous dire oui, il ne comprend pas ce que c'est une dette cachée. Pourquoi, au moment où il l'empruntait, il n'est pas passé par l'autorisation de l'Assemblée nationale, qui est la seule institution reconnue par notre Constitution pour autoriser les recettes et les dépenses.
Donc on l'a vu ni dans les lois de finances, parce que moi j'étais dans la 14e législature, oui, ni dans les lois de finances rectificatives. Donc c'est une dette qui a été cachée par des moyens peut-être illégaux qu'il faudra démontrer. Je pense qu'il y a des enquêtes qui sont en cours. Oui. Et l'Assemblée nationale également ne manquera pas, en tout cas, si les conditions le permettent, s'il n'y a pas d'interférence avec la justice, d'ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur cette question. Je pense que c'est très important parce qu'ils sont en train d'entretenir une polémique en faisant la politique de l'autruche, en refusant de regarder la réalité en face. Parce qu'au début, on avait dit que c'est le Premier ministre Ousmane Sonko qui a inventé des faits. Après que la Cour des comptes et confirmé l'inspection générale des finances. Ils ont remis en cause le rapport de la Cour des comptes. Maintenant, on remet le rapport en cause le rapport du cabinet Mazars, mais sans aucun argument sérieux, sans aucun argument objectif. Donc cette opposition-là est une opposition, je dirais, en tout cas, qui manque d'arguments, qui n'est pas sérieuse, surtout de la part de gens qui ont gouverné ce pays. Et ils devraient avoir honte de proférer de tels arguments face au désastre budgétaires, aux crimes budgétaires qui ont été révélés. L'ampleur de ces crimes budgétaires, en tout cas, nous met dans une situation très difficile et handicape même une génération entière parce que c'est un endettement qu'on va rembourser sur peut-être 2 décennies, 3 décennies. Donc je pense que c'est complètement irresponsable de leur part de jouer à la petite politique politicienne comme ils le font actuellement, et notamment de la part de l'ancien président de la République. Justement, à propos de cette dette cachée, le FMI avait décidé de suspendre son programme jusqu'à ce que le gouvernement du Sénégal puisse faire un petit peu la lumière sur cette affaire. Vous l'avez dit, la Cour des comptes a confirmé le rapport de l'inspection générale des finances. Et aller plus loin. Oui, voilà. Aller plus loin. Est-ce à dire que le Sénégal aujourd'hui victime de sa transparence? Parce que de l'autre côté, on essaie de dire que souvent, il y a des choses qu'il ne faut pas trop dire. Voilà, donc cet argument-là n'est pas sérieux, encore. Et je vais vous dire, il y a une contradiction. D'ailleurs, ce sont les mêmes qui vous disent que les chiffres qui sont produits ne sont pas bons, qui reviennent après pour dire que oui, même si c'est vrai, il ne fallait pas le dire. Mais non. Ce qu'on a promis aux Sénégalais, c'est la transparence. C'est de leur dire la vérité. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, ils ont en tout cas sollicité la confiance des Sénégalais sur cette base-là. Donc le mandat est un mandat très clair. C'est ce que le président de la République a converti dans un slogan, en tout cas devenu célèbre, Djubal Djubanti. Eux, ils étaient dans une autre approche de l'opacité, dans une approche de l'enfumage, dans une approche du tape à l'œil, mais qui s'est révélée par la suite désastreuse. Et quand il fallait rendre le tablé, vous avez vu, l'ancien président de la République avait même décidé de reporter les élections. C'était sûrement pour cacher certains travers, certains écarts, mais bon, heureusement que le peuple sénégalais s'est mobilisé pour empêcher ce funeste projet de report des élections. Mais le plus important, c'est de dire qu'on ne pouvait pas continuer de vivre au-dessus de nos moyens. On ne pouvait pas continuer à faire du soul-bouki sous les bouquis. C'est ce qu'ils étaient en train de faire. Parce qu'on allait au désastre, on allait à la banqueroute. Là, nous avons assumé en publiant les vrais chiffres et en disant aux Sénégalais, voici la réalité, et également à l'administration. Le dit maintenant, il faut vous conformer aux textes pour lesquels, aux textes légaux, aux textes, aux directives de l'UEMOA, au règlement de l'UEMOA, aux normes internationales auxquelles nous avons souscrit volontairement, parce que personne ne nous oblige d'adopter des lois. Personne ne nous oblige de souscrire aux normes internationales en matière de transparence, en matière de bonne gouvernance, en matière de reddition des comptes, comme le code de transparence dans la gestion des finances publiques, la loi organique relative aux lois de finances. Mais si on les adopte, il faudrait qu'on puisse les respecter. Je ne comprends pas cet argument qui vise à absoudre, en tout cas, les fauteurs, ceux qui ont commis des fautes, en disant que oui, c'était bien de cacher la vérité aux Sénégalais, c'était bien de maquiller les chiffres, c'était bien de tripatouiller les données budgétaires. C'est complètement surréaliste, c'est complètement inopérant. Ça en tout cas, ce n'est pas durable. Ça n'est pas une approche, en tout cas,
qui est une approche efficace, ce n'est pas une approche qui est pertinente. La seule approche efficace, pertinente, c'est de faire preuve de transparence, de dire la vérité aux Sénégalais et à nos partenaires internationaux et d'affronter les problèmes et de les résoudre. Parce que c'est cela qui nous mène, qui nous va nous permettre de sortir de la pauvreté. Mais l'idée, ce n'est pas de faire du rafistolage, l'idée, ce n'est pas de faire, comme on dit, du takalé budgétaire. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une bonne politique budgétaire qui permet in fine d'impacter la croissance et qui permet après de créer de l'emploi et créer des richesses pour sortir nos populations de la région de Sédhiou, de la région de Kédougou, de la région de Saint-Louis, etc., de la région de Matam, de la pauvreté. Parce qu'il y a un tiers des Sénégalais qui sont toujours, disons, pauvres. D'autres ne sont pas pauvres, mais vivent des difficultés économiques et sociales. Maintenant, l'objectif de toute politique économique, de toute politique budgétaire, c'est d'avoir un impact sur l'économie, d'avoir un impact sur les conditions de vie sociale, d'avoir un impact sur le cadre de vie. Mais il ne s'agit pas de manipuler des chiffres comme ça se faisait pour, in fine, nous conduire à la catastrophe économique et financière. Vous le disiez tantôt, l'ancien chef d'État, à l'occurrence Macky Sall, a lancé une offensive, si on peut l'appeler ainsi. Il a donc remis ou a demandé à un cabinet d'avocats d'envoyer des lettres au niveau de la Cour suprême, d'envoyer également des lettres au niveau du ministère des Finances et du Budget pour avoir l'œil sur le rapport, par exemple, de l'inspection générale des Finances. Comment vous voyez cela? Bon, moi je pense qu'il est dans une politique de l'autruche, il est dans le déni et pour refuser de faire face à ses responsabilités. Parce qu'il estime que... De reconnaître la réalité. Il estime qu'il n'y a pas une dette cachée. Ça c'est son avis, puisque c'est lui qui était aux commandes, c'est lui qui est le principal responsable, parce que c'était le président de la République. Donc qui nommait le ministre des Finances, qui nommait le ministre des Économies, qui avait en tout cas la haute main sur l'administration. Donc quand on révèle ces chiffres, effectivement, il peut être dans le déni, il peut être dans la politique de l'autruche, refuser de voir la réalité en face. Mais je ne pense pas qu'il puisse remettre en cause le rapport de la Cour des comptes, qui est une institution. Et qui est la seule institution habilitée à faire ce travail, de par une loi, qui est le Code de transparence dans la gestion des finances publiques, et de par la loi organique qui encadre la Cour des comptes. Maintenant, vous dites que l'inspection générale des finances, vous n'êtes pas d'accord avec l'inspection générale des finances, vous n'êtes pas d'accord avec la Cour des comptes, vous n'êtes pas d'accord avec les cabinets internationaux, et maintenant il fait du dilatoire, de l'enfumage, en utilisant des arguments de sophistes pour dire oui, je vais commettre des cabinets. Tout ça, c'est de la politique politicienne comme il sait le faire. Les Sénégalais, en tout cas, le connaissent très bien dans ce domaine-là. Donc, c'est ce qu'il a fait pendant 12 ans, pendant qu'il était au pouvoir. Et il fait du surplace, quoi. C'est-à-dire que c'est des tempêtes dans des verres d'eau. Ça ne rime à rien. Ça ne sert à rien. Pour moi, il devrait s'expliquer sur sa responsabilité par rapport à cette dette cachée-là. Et parce que c'était lui le président de la République. Et il a, même s'il n'est plus président, mais c'était sous sa gestion. Et il doit rendre des comptes par rapport à ce dossier-là. D'ailleurs, un des députés, membre du groupe parlementaire, membre de votre groupe parlementaire, PASTEF, avait déposé une requête afin qu'il soit traduit devant la Haute Cour de la Justice. On a vu récemment également des déclarations des membres du parti PASTEF estimés que l'ancien président sera arrêté, notamment sur certains dossiers, par exemple ArcelorMittal, entre autres. Est-ce qu'il y a cette volonté-là pour vouloir le traduire devant la justice? Pour moi, en fait, il ne s'agit pas d'un combat personnel dirigé contre tel ou tel. Il s'agit d'une volonté de diriger la transparence, la bonne gouvernance, la reddition des comptes en une politique effective. Que ne soit plus une promesse. Parce que c'est ça la volonté des Sénégalais. Du peuple sénégalais en général. Et maintenant, s'il se trouve que parmi ceux qui étaient aux commandes de l'ancienne gestion, depuis le président de la République jusqu'au ministre, qui ont des responsabilités avérées, établies par les institutions, notamment judiciaires, par des procédures équitables, contradictoires, transparentes, effectivement, ils devront rendre des comptes. Je pense que ce qu'on peut dire, et par les procédures requises qui sont prévues par les lois et les règlements. Donc sur ce point-là, je pense que il n'y a pas de, disons, d'hésitation, il n'y a pas de
demi-mesure à avoir. Puisque les Sénégalais, le Sénégalais lambda, quand il commet une faute, qu'elle soit civilement sanctionnée, pénalement sanctionnée, il rend des comptes. Oui. Donc, ce doit être également le cas des autorités publiques et des autorités politiques. Oui. Est-ce que la procédure qui a été émise par un député du passé de l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle avance ou pas? La procédure, sa résolution a été transmise au bureau et le bureau devra se prononcer normalement au cours de la prochaine session par rapport à cette procédure-là. Donc ça, c'est de la responsabilité du bureau. Oui. Nous parlons toujours, disons, on est dans l'économie et un petit peu dans la justice, un petit peu des deux. Avant de venir aux enquêtes sur les événements de 2021, parlons d'abord de ces 3 lois, vous l'avez cité tantôt, qui ont été votées à l'Assemblée nationale, permettant la mise en œuvre, disons, du plan de redressement. Il s'agit de la loi portant code des investissements, la loi portant sur le code général des douanes, mais également la loi portant sur le rituel ou la taxation, disons, sur le numérique. Il y a eu un débat au sein de l'opinion sur la hausse des taxes, notamment sur le mobile money. Aujourd'hui, certains citoyens se plaignent que lors de la mise en œuvre de cette taxation, ils risquent d'en payer les frais. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, la loi a été déjà validée par les députés. Est-ce que vous pensez que c'était la meilleure méthode? Nous avons eu ce débat à l'Assemblée nationale lorsque ces projets de loi sont passés. Oui. Donc le projet de loi, notamment le débat porté sur le projet de loi modifiant le code général des impôts et le projet de loi modifiant la loi sur la rutelle. Donc la redevance sur l'usage des infrastructures de télécommunications. Et effectivement, il y a des niches fiscales, notamment dans le domaine du numérique, qui ont été mobilisées. Mais le plus important pour moi, c'est de voir quelle est la destination de ces ressources-là. Et dans le cadre du plan de redressement économique et social, ces ressources-là doivent servir à financer les besoins prioritaires des Sénégalais. Que ce soit dans le domaine des infrastructures. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de projets routiers, faute de marge budgétaire, de projets routiers qui sont à l'arrêt, ou bien qui devaient être lancés et qui ne peuvent pas être lancés. Et que ce soit quand vous allez aujourd'hui dans la région de Sédhiou, la boucle du Boudié, la boucle du Pakao, dans d'autres localités, donc au niveau du Sénégal, des projets très importants pour désenclaver ces localités, relancer l'économie, l'électrification rurale, qui est en train de faire en tout cas des progrès spectaculaires. On doit encore l'accélérer si on veut atteindre l'accès universel d'ici 2029, comme ça a été indiqué dans la vision Sénégal 2050. Pour cela, il faut des ressources. Les bourses de sécurité familiale, on va les renforcer, augmenter le nombre. On est en train de revoir le registre national unique pour en tout cas nettoyer tout ce qui était clientèle politique, des gens qui n'étaient pas éligibles mais qu'on avait intégré pour satisfaire une clientèle politique. Donc ces bourses de sécurité familiale qui doivent aider certains Sénégalais en difficulté, on doit également continuer à les payer. Les politiques de gratuité dans le secteur de la santé, donc élargir la couverture sanitaire universelle, tout cela nécessite des ressources. Et ce sont ça les besoins des Sénégalais. Maintenant, la stratégie, c'est d'identifier des niches fiscales avec des taxes. Effectivement, toute hausse de taxes n'est pas souhaitable. Mais il faudrait quand même qu'on puisse mener à bien les projets de la vision Sénégal 2050 et satisfaire les besoins prioritaires des Sénégalais. Donc le plus important, je termine, c'est vraiment que cet argent-là qui sera collecté permette de régler les besoins prioritaires et urgents des Sénégalais et que cet argent-là également soit géré en toute transparence et avec toute la rigueur budgétaire qui s'y est. Et que l'impact sur l'activité économique, l'impact sur l'activité sociale soit minime. Et les taxes dont on parle, il s'agit de taxes de 0,5%. Mais les citoyens doivent quand même supporter cette taxe plutôt. Mais aucun pays, Mamadou, aucun pays ne s'est développé par l'endettement extérieur.
soit on fait le choix de mobiliser nos ressources endogènes par la fiscalité, par la mobilisation de l'épargne, par d'autres mécanismes de financement innovants. On a vu actuellement l'appel public à l'épargne au niveau de la diaspora, au niveau des Sénégalais. Donc, il y a des Sénégalais qui sont capables de faire de leur épargne, en faire un investissement. Donc, avec l'achat d'obligations. Mais aussi, au-delà de la fiscalité, au-delà également de cette mobilisation de l'épargne, donc il faudrait faire en sorte de créer de la richesse, faire en sorte de relancer l'économie. Et pour cela, on ne peut pas compter exclusivement, on ne peut pas compter sur l'endettement externe, comme le faisait l'ancien régime. Parce que c'est ça qui nous mène dans une impasse. Parce que si on veut être souverain, il faudrait qu'on puisse compter d'abord sur nos propres forces. D'accord. L'argent que nous empruntons à l'extérieur, à des tarifs parfois, disons, assez élevés. Parce qu'actuellement, les conditions de financement, au niveau international, ne sont pas avantageuses. Donc, il y a tout ce qui était pré-concessionnel, donc sont limités à leur plus, vraiment, de manière très congrue. Donc, il faut trouver des mécanismes qui permettent de mobiliser la fiscalité sans pour autant vraiment alourdir et sans pour autant impacter l'activité économique. Je pense que c'est ce pari-là que le gouvernement est en train de mener, parce qu'il y a des réformes qui sont prévues, la réforme du Code général des impôts, la réforme du Code des douanes, également d'autres textes, également la réforme du Code minier, également revoir la loi sur les partenariats publics-privés. Tout cela va participer, en tout cas, d'un environnement des affaires, permettre au secteur privé national également de gagner beaucoup plus de marchés, le permettre d'investir dans beaucoup plus de secteurs productifs. C'est ça qui va permettre de créer de l'emploi. C'est ça qui va permettre de créer de la richesse. C'est ça qui va permettre de créer de la valeur ajoutée qui sera profitable aux Sénégalais. Donc je pense que c'est cette stratégie-là qui est en train d'être mise en œuvre. Et pour moi, le plus important, c'est pas de dire on a pris 0,5% sur le mobile money, mais c'est de dire ces 0,5%, où est-ce qu'on va les investir? D'accord. Où est-ce qu'ils seront dépensés? Est-ce que ces dépenses-là sont des dépenses qui vont profiter aux Sénégalais au plus grand nombre? D'accord. Donc je pense que c'est cette stratégie-là que le gouvernement est en train de mettre en œuvre et nous les accompagnons, effectivement. Mais il faut dire que ce qui a conduit au plan de redressement économique et social, parce que les 3 étapes de la vision Sénégal 2050, il faut le dire, c'est redresser, accélérer, impulser. Ce qui a conduit au plan de redressement économique et social, c'est une très mauvaise gestion de l'économie et une très mauvaise gestion budgétaire qui a été révélée par les audits. Sans cela, nous ne serons pas là pour redresser. Nous allons accélérer. Mais nous sommes obligés de passer par ce redressement-là. Et l'Assemblée nationale, en tout cas, et notamment le groupe parlementaire, a compris les arguments du gouvernement et il faut faire ce travail de communication auprès des populations sénégalaises et que la redistribution des richesses soit le plus équitable possible. C'est ce qu'attendent les Sénégalais. Les Sénégalais, pour moi, ne refusent pas de contribuer. Ils veulent contribuer, mais ils veulent que leur contribution serve à quelque chose et leurs contributions ne finissent pas dans des comptes en banque offshore, au Maroc ou ailleurs. Donc, c'est ce que les Sénégalais veulent. Donc, je pense que la politique du gouvernement, là, va dans ce sens. Parlons un petit peu de la justice. Il y a eu récemment l'ouverture des enquêtes sur les événements de mars 2021 jusqu'à juin 2023 ou 2024. Il y a eu des convocations. Certains ont été entendus par les gendarmes de la section de recherche des enquêteurs de façon générale. Des militants du parti PASTEF ont longtemps demandé à ce que la justice puisse se prononcer sur cette affaire. Certains disaient que le temps de la justice doit être celui des hommes. Ça y est, on y est. Oui, on s'en réjouit que la justice, en tout cas, prenne ce dossier en main, puisque je me rappelle du communiqué que le groupe parlementaire PASTEF avait publié après la décision du Conseil constitutionnel qui avait censuré des dispositions de la loi interprétative de la loi d'amnistie. On avait dit que malgré
que le Conseil constitutionnel ait censuré un certain nombre de dispositions, même si nous n'étions pas d'accord. On en prend acte, puisque ce sont des décisions qui s'imposent à toutes les autorités administratives et politiques. Mais le plus important, c'était la décision du Conseil constitutionnel et l'interprétation qu'il donnait de la loi d'amnistie. Pour dire, en somme, que les crimes de sang ne pouvaient pas être couverts par l'amnistie. Dès lors, on a dit que la balle est dans le camp de la justice. Donc le législateur avait terminé son travail, le juge constitutionnel avait en tout cas éclairé le texte qui faisait l'objet de polémiques, d'ambiguïté. Dès lors, la justice devait en tout cas mener les enquêtes, puisqu'il y a des plaintes qui avaient été déposées depuis 2021. Donc toutes ces plaintes-là devaient être examinées si des enquêtes, des investigations devaient être menées et que justice soit faite. Que s'il y a des coupables ou en tout cas des suspects, qu'on puisse les entendre, s'il y a des témoins, qu'on les entende. Comme ça se fait dans tous les pays du monde qui se disent démocratie ou état de droit. On ne peut pas comprendre qu'il y ait près d'une centaine de morts, des blessés, des mutilés qui jusqu'à présent vivent dans des situations assez difficiles, avec des séquelles, et que voilà, qu'on puisse passer ça par perte et profit. Ce serait très injuste. Ce serait quand même renier même notre humanisme africain, notre humanisme sénégalais. Et je pense que ce n'est pas simplement une demande des militants de Pastef, c'est une demande du peuple sénégalais. C'est une demande de la société civile également. Il y a beaucoup d'organisations, notamment on peut signer Amnesty International qui joue un rôle important dans ce domaine. Donc c'est une demande d'humanité. D'humanité face à la barbarie qui a sévi en ces 3 années, juste pour satisfaire les appétits d'un pouvoiriste. La justice doit donc faire la lumière, toute la lumière sur cette affaire. Tout à fait, tout à fait. Et on a dit en toute liberté, en toute indépendance, en toute impartialité, mais avec la diligence et la célérité requise, s'il faut leur donner les moyens qu'il faut pour que vraiment, en tout cas, mettre vraiment ce dossier-là, tous ces événements entre 2021 et 2024, ces assassinats, ces meurtres-là, les tortures qui ont été commises, l'utilisation de milices qu'on appelle souvent nervis, donc qui faisaient le travail, c'est-à-dire qui s'arrogeaient le travail des forces de l'ordre. Donc ce qui n'est pas normal dans un État organisé comme le Sénégal. Donc toutes ces dérives-là devront être mises en lumière, devront faire l'objet de procès équitables, mais de procès. Et qu'il y ait, s'il y a des coupables, qu'on puisse les condamner. Voilà, qu'on puisse les condamner et qu'on évite vraiment l'impunité, qu'on rompe avec cette impunité. Je pense que ça, c'est une demande minimale. Et nous souscrivons vraiment avec tout le peuple sénégalais à ce que justice soit faite. Donc sans esprit de vengeance, mais il faut que justice soit faite. Et c'est avec la justice qu'on pourra avoir le pardon, qu'on pourra avoir en tout cas la concorde et la cohésion. Mais sans justice, il ne peut pas y avoir cette cohésion, cette concorde qu'on attend du peuple sénégalais. Du peuple sénégalais. Nous parlons toujours de la justice. Il y a eu récemment de nombreuses convocations après la publication des rapports de la CENTIF. Je pense l'un des derniers rapports en date, celui où l'on cite le journaliste Madiambal Diagne, journaliste également patron d'entreprise. Il y a récemment de nombreuses convocations et déplacements sous mandat de dépôt. La CENTIF, elle est depuis quelque temps très présente dans l'espace politico-judiciaire. Aujourd'hui, comment comprendre cette démarche de la CENTIF? La CENTIF fait son travail. La CENTIF a été mise en place par des lois. La dernière en date, c'est une loi qui date de février 2024 qu'on a votée à l'Assemblée nationale, qui nous a été soumise, qui modifiait, révisait des lois plus anciennes qui dataient, je pense, de
au temps d'Ablaye Wade. Oui. Ce sont des lois pour lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, et donc tous ces, disons, l'utilisation en tout cas des flux financiers illicites. Et ces lois-là doivent être appliquées. Et elles sont en train d'être appliquées. La seule différence, c'est qu'avant, les lois existaient, elles n'étaient pas appliquées. On faisait passer à l'Assemblée nationale des lois, on les votait, on érigeait des institutions, elles produisaient des rapports, et ces rapports-là n'étaient pas suivis d'effet parce qu'il y avait quelqu'un qui mettait le coude sur les rapports. Donc, puisque cette personne-là, les Sénégalais l'ont congédié, ont mis fin à son mandat, aujourd'hui, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décidé de mettre tous les rapports, en tout cas des corps de contrôle, à la disposition des institutions judiciaires et à qui on donne les moyens de faire leur travail. Donc, c'est simplement, la CENTIF ne fait que transmettre des rapports sur la base de déclarations de soupçons qui proviennent des institutions financières, que ce soit des banques, que ce soit d'autres institutions financières, qui sont régies par ces dispositions-là. Et ce sont des dispositions qui existent au niveau universel, parce qu'il s'agit de lois uniformes, donc qui sont adaptées au contexte sénégalais, pour lutter notamment contre le blanchiment de capitaux, contre le financement du terrorisme, parce que ces activités-là illicites, que ce soit le trafic de drogue, que ce soit la contrebande, permettent, à travers le blanchiment de capitaux, de financer, par exemple, des groupes terroristes. Donc, pour lutter contre ça, les États ont pris des dispositions et le Sénégal également s'est engagé dans cette politique-là. Maintenant, la seule différence, c'est que là où l'ancien régime refusait d'appliquer les lois, refusait de donner suite au rapport, l'actuel régime du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, laisse les institutions judiciaires ou administratives compétentes dans ce domaine faire le travail. Et dès lors, on l'a vu avec les récentes lois à l'Assemblée nationale, que ce soit la loi sur les lanceurs d'alerte, que ce soit la loi réformant l'OFNAC, l'Office national contre la corruption, désormais, que ce soit la loi également sur la déclaration de patrimoine, dont on a étendu le champ d'application. Nous, à l'Assemblée nationale, les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont astreints désormais à la déclaration de patrimoine, alors que ce n'était pas le cas. Et également la loi sur la liberté, sur l'accès à l'information. Donc tout cela participe de cette politique du Djubanti. Maintenant, effectivement, ceux qui sont suspectés, ceux qui ont commis des actes, en tout cas qui tombent sous le coup de la loi, doivent répondre de ces actes-là. Je pense que celui dont vous parlez, M. Madiambal Diagne, il n'est pas poursuivi comme journaliste. Il est poursuivi pour avoir, selon les faits qui sont présentés dans la presse, en tout cas, été impliqué dans des activités qui ressemblent fort à du blanchiment de capitaux. Il estime ne pas avoir touché un centime du trésor. Mais c'est son droit, il a le droit de se défendre, mais simplement qu'il revienne se défendre. Et il n'a pas besoin de se réfugier en France pour publier des tribunes enflammées. Je pense que c'est plus simple de venir au Sénégal et le dire devant le juge. D'autant plus qu'une partie de sa famille a été en tout cas mise sous mandat de dépôt. Donc lui, en tant que chef de famille, bon père de famille, devrait venir en tout cas pour éclairer tout ça. Et en tout cas clamer son innocence ici au Sénégal. Est-ce que les rapports de la CENTIF ne risquent-ils pas de faire en sorte que certains qui avaient l'habitude de fréquenter les banques puissent quand même avoir un petit peu ou ne plus avoir confiance aux banques puisque les signalements sont faits? Mais ça n'a pas de sens. Ces arguments-là ne tiennent pas la route. Puisque les pays les plus bancarisés au monde, ils ont des institutions comme le CNTIF. Vous allez aux États-Unis, vous allez en France, vous allez dans l'Union européenne. Ce sont des normes désormais qui sont universelles. La transparence, ce qu'on fait au Sénégal, ça dit, le Premier ministre l'a dit, on n'est pas en train de réinventer la roue. Ce sont des choses qui existent un peu partout. Et d'ailleurs, les lois qu'on est en train d'appliquer, certaines ont été prises sous le régime de Macky Sall, d'autres sous le régime d'Abdoulaye Wade, d'autres encore sous le régime d'Abdou Diouf. Donc maintenant, si on adopte des lois, c'est pour les appliquer.
il faut qu'on en finisse avec cette hypocrisie qui consiste à annoncer quelque chose et faire le contraire. En réalité, pour moi, il y avait ce sentiment d'impunité de gens qui se croyaient intouchables et qui pensaient que bon, les lois c'est pour les autres, les procès c'est pour les autres, eux que voilà, ils étaient au-dessus de la mêlée, et comme s'ils étaient sortis de la cuisse de Jupiter ou je ne sais quoi, et que les lois ne devaient pas leur être appliquées. Oui. Et pourquoi le Sénégalais lambda, qui quand il fait un détournement, quand les petits larcins se retrouvent à Rebeuss ou dans les autres maisons d'arrêt et de correction, alors que d'autres qui sont soupçonnés, je ne dis pas qu'ils l'ont fait, tant que vous n'êtes pas condamné, vous bénéficiez de la présomption d'innocence. Oui. Mais dès qu'ils sont suspectés, soupçonnés, ne doivent pas répondre devant la justice et crient au complot politique chaque fois. Donc je pense que ce n'est pas sérieux. Ils doivent... la CENTIF est une institution qui existe un peu partout dans le monde. Ce n'est pas propre au Sénégal. Et le Sénégal s'est engagé dans des conventions internationales pour lutter contre la corruption, que ce soit au niveau universel, que ce soit au niveau africain. Et on a adopté des lois pour lutter contre la corruption, pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d'autres activités illicites. Donc je pense que l'actuelle politique du gouvernement, en tout cas la politique judiciaire du gouvernement, c'est d'appliquer les lois dans ce domaine. Et effectivement, maintenant, il se trouve qu'il y a des personnes qui bénéficient d'une certaine notoriété, qui sont célèbres et qui pensent qu'ils doivent toujours jouir de l'impunité, que tout peut se régler à travers des arrangements, de petits arrangements entre amis. Mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait cette rigueur et cette équité surtout, parce que c'est la notion d'équité qui est importante, parce qu'on est dans une république, que les lois soient les mêmes pour tous. D'accord. Nous parlons toujours de justice. Il y a eu récemment également plusieurs convocations, mais dans un autre registre, après des propos tenus soit sur les web TV, soit sur les télévisions. Beaucoup de ces citoyens ont été convoqués, notamment au niveau de la cybersécurité. Des organisations de la société civile parlent d'un recul ou d'une menace sur les libertés ou la liberté d'expression. Certains sont même allés jusqu'à dire que dans ce registre-là, il n'y a pas eu de rupture. Les promesses qui ont été faites n'ont pas été tenues, notamment la non-application des conclusions des assises de la justice. Est-ce que vous êtes du même avis? Non, je ne suis pas du même avis, même si je respecte leur avis, parce que certaines sont dans le rôle. Donc, il y a des associations qui militent en faveur des droits de l'homme. Donc, mais une république, quand même, c'est un équilibre entre la protection des libertés et également la protection de certains droits, dont le droit quand même à jouir d'une réputation, le droit à la vie privée, à protéger votre vie privée, un certain nombre de droits qui sont propres, c'est-à-dire le respect d'autrui. La liberté des uns commence où s'arrête celle des autres. Donc je pense que liberté ne veut pas dire libertinage, liberté ne veut pas dire licence, permis de tout faire, permis de tout dire. Donc il y a des délits effectivement qui ont été consacrés dans le code pénal, il y a des procédures qui sont prévues aussi dans le code de procédure pénale, ce que les juges sont en train d'appliquer. Et on note un certain nombre de dérives verbales, des dérives langagières. Je pense qu'au Sénégal, les gens ont la liberté d'expression. Mais est-ce que la multiplication de ces convocations-là... ce n'est pas la multiplication des convocations qu'il faut indexer. C'est la multiplication des actes illicites dans ce domaine-là qu'il faut indexer et voir comment les réduire, comment les prévenir. Mais à défaut de les prévenir, il faut les réprimer. Parce qu'il y a des textes qui existent, c'est la loi. Il faut appliquer la loi. Donc maintenant, la loi peut être imparfaite. Je suis d'avis avec vous. Maintenant, là, peut-être aller vers des réformes. Il y a des réformes qui sont prévues dans le cadre de l'application des assises de la justice. Donc des projets de loi seront sûrement prochainement soumis à l'Assemblée nationale, que ce soit pour le code pénal, que ce soit pour le code de procédure pénale. Mais quels que soient les textes qui seront soumis, il faut veiller également à ce que nos valeurs soient protégées. On ne peut pas promouvoir l'insulte
on ne peut pas promouvoir l'injure, on ne peut pas promouvoir l'outrance. Je veux dire, quand même, il faut poser des limites, il faut poser des barrières. Et je pense que nous sommes dans cette période où certains, sous couvert de la liberté d'expression, violent la loi, manquent de respect aux autorités, notamment le président de la République, le Premier ministre, de manière très vulgaire, profèrent des insanités, des injures, des insultes, qui vraiment n'honorent personne. Et cela doit être réprimé. Et je pense que ce dont il faut s'inquiéter, ce n'est pas le rythme des convocations, mais le rythme, c'est-à-dire la multiplication de ces actes illicites-là, de ces déclarations, de ces dérives verbales et langagières. Et ça, quel que soit le bord d'ailleurs, auquel ils appartiennent, il faudrait quand même le condamner. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'on peut mener une réflexion. D'ailleurs, actuellement, le ministère de la Communication a tenu, je pense, il y a quelques jours, un atelier sur les chroniqueurs et la chronique pour voir un peu comment encadrer tout cela. Ah. Alors, parlons des inondations. On a vu le cas de Touba. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous êtes sûrement sur le terrain. Il y a eu le cas de Touba, il y a eu Bakel, il y a eu Matam. Des localités ont enregistré une quantité de pluie assez forte. D'autres également ont subi l'effet de la montée des crues des fleuves. L'année dernière, il y avait eu cette situation. Cette année également, la situation est pareille, ou même presque. Il y a eu des établissements qui n'ont pas pu accueillir leurs élèves à cause de l'occupation de l'eau. Sur le plan du suivi, même de la gestion, vous êtes l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, vous contrôlez les actions du gouvernement. Est-ce que sur ce plan-là, le ministère en charge de l'assainissement et de l'hydraulique, est-ce qu'il a quand même dans sa volonté d'anticiper des choses, ou quelque part, il n'a pas un petit peu failli dans sa mission? Bon, je pense que sur ce point, le constat est que la volonté de l'ancien régime, la politique de l'ancien régime qui avait mobilisé des centaines de milliards dans le secteur de l'assainissement, dans le cadre du plan décennal de gestion des inondations. Donc on parle de 700 milliards, donc on constate que c'est un échec. Et il faudrait, je pense, mettre en lumière tout ça, tous ces fonds qui ont été investis, cette politique. Pourquoi cet échec-là? Donc, identifier les raisons de leur échec. Parce qu'effectivement, si ces 700 milliards-là avaient été correctement investis dans ce secteur pour lutter contre les inondations, on aurait eu des résultats beaucoup plus probants. Malheureusement, on constate l'échec. Maintenant, l'autre aspect, c'est de dire que il ne faut pas également se faire d'illusions. Dans le contexte climatique, de changement climatique dans lequel nous sommes, dans le contexte d'urbanisation accélérée, d'anthropisation accélérée que l'on voit, effectivement, on continuera à subir des inondations. Certains types d'inondations, d'ailleurs, relèvent de phénomènes naturels. Ce sont les crues dont vous avez parlé. D'autres relèvent d'une mauvaise urbanisation. Mais est-ce qu'il y a eu l'anticipation nécessaire selon vous? Une anticipation sur une anticipation, comme j'ai dit, ça doit se faire pas sur une année, sur 2 années, sur des décennies. Donc, pour ce faire, il faut mettre en place des plans. Une bonne planification. Donc le gouvernement actuel est en train de travailler sur un plan pluriannuel de gestion de ces inondations-là. Actuellement, ce qu'il est en train de faire également, c'est de lutter, parce que bon, quand vous êtes en saison des pluies, vous êtes confronté à des situations d'urgence, il faut régler les problèmes d'urgence d'abord. Et quand vous réglez les problèmes d'urgence, maintenant, avoir une politique d'anticipation à travers déjà contrôler l'occupation des sols. Pour moi, c'est la première des choses. L'occupation d'un sol en évitant de
construire dans des zones inondables. Oui. Puisque, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Si on arrive à concilier cette planification dans le domaine de la gestion, de la prévention des inondations, à une bonne politique d'urbanisme, à une bonne politique d'occupation des sols, à une bonne politique également d'adaptation aux effets néfastes du changement climatique, on pourra avoir des solutions durables. Parce qu'il ne s'agit pas de reproduire les mêmes erreurs que les régimes précédents en voulant, après avoir laissé le mal se faire, quand je dis laisser le mal se faire, c'est aller dans des zones inondables et construire des cités entières dans des zones inondables. Après, vous venez en sapeur-pompier. Il faut qu'on sorte de cette logique de sapeur-pompier, comme vous dites, être dans une logique d'anticipation. Et pour être dans cette logique d'anticipation-là, il faut prendre en compte un facteur clé, c'est le facteur climatique. Parce que les inondations, c'est le résultat d'abord de phénomènes climatiques. Oui. Maintenant, qui sont aggravés par des politiques humaines, effectivement, que ce soit l'occupation de terres inondables, que ce soit l'absence d'assainissement, parce que quand vous construisez également des villes, il faut que l'urbanisme et l'assainissement aillent ensemble, oui. Ce qui n'est pas toujours le cas, puisque souvent il y a des cités qui sont construites, des établissements humains qui sont, des lotissements qui sont faits, sans pour autant que l'assainissement, en tout cas la gestion des eaux pluviales puisse suivre. Mais il faut une bonne coordination, donc une politique intersectorielle. Et je pense que c'est ça la panacée, éviter d'être dans des disons des annonces, effets d'annonce, éviter de faire croire également qu'on pourra vivre dans un monde sans inondation. Ce n'est pas possible, puisque dans les pays les plus prospères, vous voyez des inondations, c'est des phénomènes naturels. D'autres sont confrontés à des tsunamis, d'autres sont confrontés à des tempêtes, d'autres sont confrontés à des cyclones. Nous, peut-être le phénomène se limite, nos intempéries se limitent à des phénomènes d'inondation. Oui. Mais moi, je pense qu'il faut un plan qui implique tous les secteurs qui sont concernés. Et quand je dis tous les secteurs, d'abord, effectivement, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le ministère de l'Environnement, parce que c'est ce ministère qui s'occupe de la politique environnementale et climatique, le ministère de l'Urbanisme et des collectivités territoriales, le ministère des Infrastructures, parce que certaines infrastructures, parfois, renforcent les inondations. On l'a vu avec l'autoroute à péage, on le voit parfois avec d'autres infrastructures. Donc, le développement doit aller de pair avec la prise en compte de la nature. Oui. Et de ces aléas climatiques-là. Sans cela, donc, nous risquons d'engloutir beaucoup de ressources, oui. Beaucoup de milliards, oui. Dans des politiques qui ne seront pas suivies d'effet, ou bien on va soulager de manière très temporaire les difficultés des populations. Oui. Mais nous saluons les efforts qui sont menés pour faire face à cette politique-là, mais oui. Nous attendons également qu'il y ait, comme l'a annoncé le président de la République en Conseil des ministres, un plan de gestion de cette problématique des inondations sur plusieurs années et qui implique vraiment tous les secteurs. Et à l'Assemblée nationale, en tout cas dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, oui. Et du contrôle de l'action du gouvernement, nous serons attentifs à tout cela. Oui. Ayib Daffé, je vous le rappelle, secrétaire général de PASTEF, député également, il est sur la liste départementale de PASTEF au niveau de Sédhiou, président du groupe parlementaire PASTEF à l'Assemblée nationale, était donc l'invité du jeudi du dimanche. Honorable, on me signale que le temps qui nous était imparti est presque fini. Un dernier mot? Oui, bon, dire que c'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation du TV et que, en tout cas, encourager le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre pour tous les efforts qui sont posés. Là, en tout cas, les populations ont de l'espoir et nous allons travailler à concrétiser cet espoir-là, ces promesses vraiment en réalisation qui vont permettre de faire du Sénégal une nation souveraine, juste et prospère. Et demander à tout le peuple sénégalais de se mobiliser derrière nos autorités pour mettre en œuvre la vision Sénégal 2050. Donc, et nous pensons que à l'horizon, très prochainement, oui. Nous verrons que le Sénégal pourra se hisser
au rang des nations à revenus intermédiaires, comme en tout cas nous le souhaitons. Honorable député Ayib Daffé, c'était tout donc pour ce numéro du jury du dimanche. Rendez-vous dimanche prochain avec notre invité.